Dernier thème du programme d'histoire de seconde, le thème 4, dynamique et rupture dans les sociétés des XVIIe et XVIIIe siècles. Ce thème est, comme tous les autres, composé de 2 chapitres, dont le chapitre 7, les Lumières et le développement des sciences. C'est un chapitre assez court et souvent celui que l'on sacrifie par manque de temps, car il n'est pas indispensable pour la première, contrairement au chapitre 8. Il permet pourtant d'aborder l'époque des Lumières sous l'angle des sciences et non de la philosophie ou de la société, comme vous l'aviez peut-être fait en quatrième et comme nous l'avions déjà évoqué rapidement dans le thème 3 avec Voltaire ou Montesquieu. Petit retour sur le thème 2. Dès le XVIe siècle, les humanistes avaient remis en cause la place de la religion, lui préférant le retour à une pensée antique centrée sur l'homme. Au XVIIe siècle, un autre mouvement intellectuel, les Lumières, affirme la priorité des sciences sur la religion et lui donne sa définition moderne. Les sciences, du latin scientia, la connaissance, sont un ensemble de connaissances dans un domaine, construites par la méthode et ou par l'expérimentation. On se demandera donc comment se développent les sciences dans l'Europe des XVIIe, XVIIIe siècles. Première partie, une diffusion accélérée des sciences sur le modèle de l'humanisme du XVIe siècle. Les scientifiques européens se rencontrent, échangent, voyagent, s'écrivent pour partager leurs découvertes. Ils forment une république des sciences, un hommage à la république des lettres des humanistes, et se regroupent au sein de sociétés savantes. Leurs découvertes sont diffusées dans la société par l'imprimerie, qui avait déjà été l'allié des humanistes 200 ans plus tôt. Des journaux, des périodiques spécialisés, des travaux majeurs sont édités partout en Europe et apportent la célébrité à leurs auteurs, comme Isaac Newton, René Descartes ou Galilée. La grande publication du XVIIIe siècle, l'encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des lettres, publiée entre 1751 et 1772, donne une large place à toutes les sciences et est diffusée partout en Europe. Mais les sciences passionnent un public lettré et cultivé, composé de bourgeois et de nobles. Ceux-ci organisent des conférences, des expériences publiques ou invitent chez eux des savants et intellectuels dans des réunions appelées salons. Les instruments scientifiques deviennent des objets recherchés et décoratifs. Deuxième partie, une utilisation concrète des sciences dans la société. Les sciences ne restent pas uniquement des objets théoriques ou des thèmes de recherche. Leur développement est encouragé par les rois, bien conscients des enjeux entourant les découvertes scientifiques. À Londres et Paris sont créées des académies royales, chargées de valoriser découvertes et inventions les plus utiles. Les rois créent également des écoles militaires ou des écoles civiles spécialisées. Les progrès scientifiques se ressentent dans de nombreux domaines, comme le militaire ou la médecine. La machine à vapeur, inventée par Thomas Newcomen et perfectionnée par James Watt, va permettre la révolution industrielle au XIXe siècle. Par ailleurs, de nouvelles sciences apparaissent. La statistique est utilisée dans les administrations, et les sciences économiques sont créées par les physiocrates, des savants qui défendent une approche scientifique de l'agriculture et le libre-échange entre les pays. Troisième partie, des obstacles à franchir. La diffusion des sciences au XVIIe et XVIIIe siècle ne se fait pas sans tension. D'abord, les scientifiques sont en compétition, notamment pour savoir qui est l'auteur d'une découverte, chacun étant soutenu par ses compatriotes et son pays. C'est ce qu'on appelle une querelle de priorité. Ensuite, les académies royales et les sociétés savantes sont des cercles fermés réservés aux hommes. Les femmes lettrées peinent à être reconnues, bien que leurs travaux soient d'une grande qualité, comme ceux d'Émilie du Châtelet ou de Marie-Anne de Lavoisier. Enfin, les frontières demeurent floues entre la science, le charlatanisme, qui sont des pseudo-pratiques scientifiques à des fins d'escroquerie, et des disciplines sans véritable fond scientifique comme l'alchimie ou l'astrologie. Ce flou est renforcé par certains grands savants eux-mêmes, comme Isaac Newton, passionné d'alchimie. Alors, que faut-il retenir de ce court chapitre 7 du programme d'histoire de seconde? D'abord, qu'au XVIIe et au XVIIIe siècle, les scientifiques du mouvement des Lumières construisent une définition des sciences. Pour eux, la science est un ensemble de connaissances dans un domaine, construites par la méthode et ou par l'expérimentation. La diffusion de leurs travaux est assurée par l'imprimerie, par les nombreux échanges épistolaires, ce qui rappelle les humanistes comme Erasme, par la création de sociétés savantes, mais aussi par des rencontres directes à l'occasion des salons, à l'initiative de nobles ou de bourgeois passionnés par la recherche scientifique. Ensuite, il faut se rappeler que les découvertes sont encouragées par les rois,
qui en saisissent rapidement l'intérêt militaire ou économique. Les sciences permettent des progrès dans les domaines militaires, médical, technologique, la machine à vapeur, ou économique, avec le mouvement des physiocrates et l'invention des sciences économiques. Mais, troisième point, la diffusion des sciences doit aussi composer avec des obstacles. La rivalité entre les savants donne lieu à des querelles entre pays. Les femmes de science sont reléguées à un rôle mineur. Enfin, les frontières sont floues entre les sciences et d'autres pratiques plus discutables, ce qui nuit à la crédibilité de certaines découvertes. N'oubliez pas, pour terminer, que l'histoire demande l'emploi de dates, au moins pour border approximativement le sujet, et d'un vocabulaire précis qu'il faut maîtriser, savoir réutiliser à bon escient. Science, salon, académie royale, physiocrate, machine à vapeur. L'emploi judicieux de ces notions sera largement valorisé lors d'une évaluation.